Bonjour et merci infiniment de vous retrouver encore en ce jour pour l'échange, l'émission Entretien de chaque samedi, rencontre et échange de vos numéros. Nous allons encore débattre ces questions d'actualité, ces sujets de plan de l'heure, pour en savoir davantage sur ces événements qui se sont passés ou qui se passent dans notre société. Pour en débattre en ce jour, je reçois pour vous le pasteur Edo Komi. Il est le président du mouvement qui s'appelle Mouvement Martin Luther King. Bonjour. Bonjour, Gérard. Voilà. Merci d'être associé à cet entretien pour réfléchir aux questions d'actualité. C'est un plaisir. Voilà. Des sujets aussi divers que variés. Nous allons commencer par se souvenir de cette date du 25 janvier 1993. Il y a de cela 30 ans, cet événement malheureux survenu à la place Fréo Jardin, aujourd'hui place Anani Santos. Il était question d'une manifestation à l'appel de l'opposition qui finalement a tourné au drame. On compte plus de centaines de morts pour cet événement. Quel souvenir gardez-vous de ce jour malheureux dans l'histoire de notre pays, le Togo? Alors, je voudrais avant toute chose m'incliner dans la mémoire de ces compatriotes qui sont tombés le 25 janvier 1993 à la place de Fréo Jardin, qui est aujourd'hui place Anani Santos. C'est encore frais dans ma mémoire parce que je me rappelle, à l'époque j'avais 23 ans, 23 ans à l'époque, et c'était juste à la période de la grève générale limitée qui a été lancée le 16 novembre 1992 par le collectif des syndicats indépendants. CSI, c'est ça? Oui. CSI, à l'époque, nous on était, pendant la grève, nous on était dans un village dans la préfecture de Zio, donc à Dangbé, où mon père avait des terrains, donc on était là. Donc on se préparait à venir à la manifestation le 25 janvier là. Et bon, je peux dire heureusement pour nous qu'en cours de route, il y avait eu, notre véhicule avait eu un problème, donc on a passé du temps à Tchévier jusqu'à 16h30, 17h. Et pendant cette heure-là, les choses ont commencé à la place Anani Santos Fréo Jardin. La manifestation, en principe, devait se dérouler au Palais des Congrès. C'est ça, sur l'esplanade du Palais des Congrès. L'esplanade du Palais des Congrès, qui était le siège du Haut-Commissariat HR. Oui. Donc, malheureusement, les lieux ont été bouclés par les forces de sécurité. Donc, la foule immense s'est orientée, s'est dirigée vers Fréo Jardin, où on devait, l'opposition, donc à l'appel du Code 2, un collectif de l'opposition démocratique, et donc qui devait accueillir les deux ministres de l'Union européenne à l'époque, donc ministre français et puis un ministre allemand. Donc, d'entrée très tôt, eux, ils étaient au nord pour aller voir le président. Et donc, ils ont pris un peu de retard avant de rentrer, puisque l'opposition a souhaité quand même que ça soit devant le peuple qui s'exprime, et non seulement en vase clos, dans une chambre, dans une salle où il n'y a que les leaders de l'opposition. Et donc, malheureusement, vers 16h30 déjà, au moment où nous, on allait embarquer à Tchévier, donc, on a commencé quand même par avoir des informations comme quoi la ville ça a dégénéré, et donc on n'a pas pu arriver au lieu. Donc on est retourné à Dangbé, et on a commencé par avoir quand même les informations. C'est triste parce que il y a eu beaucoup de compatriotes qui ont laissé leur vie dans cette effervescence démocratique, parce que il était question de négocier entre le pouvoir et l'opposition suite à la grève générale illimitée qui avait été vraiment suivie. Tout était bloqué, tout était paralysé. Pendant près d'un an, 9 mois. 9 mois. Donc, dans la vie, en tout cas dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas eu une grève aussi longue. Aussi longue. Donc, et il était question quand même que l'opposition et le pouvoir puissent s'entendre. Malheureusement, que ça a dégénéré et que vraiment, il y a eu des morts, on ne saurait le dire, il y a eu des dizaines de morts, on ne saurait le dire. Je crois que c'était vraiment macabre, macabre de Fréo Jardin. Cette barbarie a été traitée par
la commission Vérité, Justice et Réconciliation, devant cette commission, beaucoup de personnes se sont défilées pour donner leur version des faits. Donc je peux dire que c'est un événement horrible. C'est l'un des événements qui a marqué notre histoire. Il y en a tant, mais le massacre de Frérot Jardin, attribué naturellement à ceux qui avaient le pouvoir, à l'époque. Et donc, même si d'autres versions venaient, je crois quand même que à 90%, ceux qui avaient le pouvoir, c'est eux qui, d'une manière ou d'une autre, ont organisé ce massacre. Et vraiment, c'est très triste. Malheureusement que les auteurs ne sont pas jusqu'ici connus, et donc il y a de l'impunité autour de cette histoire, et les recommandations de la CVGR ne sont même pas suivies, puisque depuis la fin des travaux de la CVGR, ces recommandations et le livret blanc qui s'en est sorti, on a constaté que il y a toujours ce cycle de violence qui continue, on se rappelle de 2019 où il y a eu encore, et ça a continué. Donc je pense bien quand même que c'est triste pour le Togo. Un jour quand même, je crois que la justice sera faite. Il faut quand même qu'aujourd'hui nous puissions quand même avoir une mémoire pour ces compatriotes qui sont tombés justement dans le cadre de la libération, dans le cadre de la démocratisation de notre pays. Même si au jour d'aujourd'hui, on n'a pas l'objectif. L'objectif n'est pas toujours atteint par rapport à ces gens-là. Donc, c'est des gens qu'il faut honorer parce qu'ils sont tombés pour la cause républicaine. Oui, alors, on se rappelle bien que ce jour-là, il n'y avait pas le leader de l'opposition qui avait justement fait appel à cette mobilisation de la foule. Les Yinevi, les Nkodjo, les Zalifoyeva, Boibo, tout ça là. Oui, alors ils n'étaient pas là, et voilà pourquoi certains pensent paradoxal, c'est un peu. Oui. Je crois quand même que selon les versions, il y aura un coup de fil quand même qui leur a été fait, et que il ne devait pas se rendre, il fallait pas qu'il se rende sur les lieux. Il fallait annuler même la manifestation. Justement, voilà, c'est sûr à quoi je viens. Justement, les informations étaient tellement alarmantes étaient sérieuses, qu'il fallait rapidement trouver un créneau pour annuler la manifestation. On aurait évité tous ces morts. Malheureusement, la foule s'était déjà ébranlée. Oui, la foule, voilà, c'est que la foule était tellement dans une ferveur d'action par rapport à bougie la situation. Bougie à la main. Bon, donc, il était difficile quand même que 150 à 200 000 personnes, bon, juste une estimation à l'époque, il était difficile quand même qu'on puisse décommander cette manifestation. Peut-être là, vous savez, à l'époque, on va dire que le peuple va dire, vraiment, c'est que l'opposition, était vendu. Voilà, non seulement, était vendu, et que, bon, donc, voilà ce que ça a donné à la fin, et je pense bien quand même que ces compatriotes méritent quand même justice, qu'on connaisse seulement les bourreaux, les auteurs, les commanditaires de ce massacre du Frérot Jardin. C'est ça. Et quelles sont la classe politique d'alors, et peut-être encore d'aujourd'hui, puisque pratiquement ça n'a pas changé, surtout de l'opposition, peut-elle tirer de ces événements malheureux qui ont émaillé notre marche vers le processus démocratique? Non, je crois qu'il va falloir quand même qu'on apprenne des leçons de ce qui nous est arrivé. S'il faut voir tout ce monde abattu froidement, tout ce monde qui est passé à l'au-delà, et que l'objectif n'est pas atteint, il faut repenser aujourd'hui la lutte pour l'alternance, pour la démocratie dans notre pays. C'est vrai quand même qu'il y a quelques bribes démocratiques, mais ce n'est pas encore ça. Donc, je crois qu'on ne doit plus répéter les mêmes erreurs du passé, parce que à l'époque, les manifestations avaient quand même une certaine envergure, et qu'il y avait des foules, donc ça pouvait facilement contraindre l'adversaire, la partie adverse à pouvoir négocier. Aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça. Donc peut-être il faut changer les stratégies, mais on doit apprendre que
tout doit se faire dans l'unité. Je crois à l'époque, il y avait quand même cette unité. C'est ça qui permet de pouvoir mobiliser les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le unité cas. Au sein de l'opposition, c'est ça? Oui, bien sûr, quand vous prenez code 1, code 2, bon, donc il y avait quand même une certaine compréhension. Il y avait quand même des leaders et ça s'alternait à la tête de cette organisation-là. Et il faut aussi reconnaître que le syndicat était plus fort. CSI était vraiment fort à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où il y a des miettes, tout s'est émietté avec des syndicats de tous ordres. Bon, donc, la leçon que nous devons tirer, c'est que notre cheminement pour la démocratie est tellement parsemé d'embûches et il y a eu trop de morts. Maintenant, ces gens-là ne doivent pas mourir juste pour la forme. Oui, inutilement. Il faut que la lutte soit concrétisée et que justement qu'on puisse faire mémoire. Hein, ces gens-là, qui a un monument, quelque chose à l'honneur de tous ces gens-là qui sont tombés pour l'avènement de la démocratie au Togo. Pasteur Edo, vous êtes responsable d'une association ou d'un mouvement qui est porteur d'un certain nombre de valeurs de paix, de justice, surtout de non-violence. Est-ce que ces idéaux, ces principes de paix, de justice et de non-violence sont encore d'actualité dans les temps actuels où nous assistons à des conflits partout dans le monde avec une généralisation presque de l'extrémisme violent jusqu'à sur nos territoires ici au Togo? Alors, est-ce que ces principes sont toujours de mise? Celui dont nous héritons le nom, c'est Martin Luther King, donc qui avait lutté contre la ségrégation raciale dans les années 50 jusqu'à 60, 68, où il a été assassiné le 4 avril. La ségrégation raciale, ce n'était pas aussi facile, parce que les Noirs n'avaient pas de droits civiques, les Noirs n'étaient pas considérés, ils étaient isolés, ils n'étaient pas considérés comme des Américains, donc la ségrégation raciale était aussi forte, puisque la ségrégation raciale, tout comme l'apartheid, finalement, est devenu crime contre l'humanité. Donc vous convenez avec nous que ce n'était pas aussi facile à l'époque où la philosophie de la non-violence que Martin Luther King a hérité de Mahatma Gandhi de l'Inde a pu fonctionner et a permis quand même aux Noirs de se tailler une place dans la société américaine en ayant l'ordre civique et l'ordre de vote. Parallèlement à la violence dont Malcolm X, qui était le partisan ou bien qui était le collaborateur de Martin Luther King, avait opté pour la violence. Donc lui, il est mort. Malcolm X est mort, personne n'en a plus. C'est peut-être sur le plateau que les gens entendent parler de Malcolm X qui était violent. Mais Martin Luther King aujourd'hui, c'est un monument pour les États-Unis. Il est l'un de ceux-là qui est honoré aux États-Unis, malgré qu'il n'a pas été un dirigeant, il n'a pas été chef d'État. Donc la non-violence, c'est vrai quand même que d'aucuns disent que la non-violence c'est l'arme des plus faibles, parce que vous êtes faible, vous proclamez la non-violence, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, face à des gens qui sont armés. Est-ce que ça résout le problème encore aujourd'hui? Oui, justement, la non-violence est toujours d'actualité. Parce que la non-violence, c'est le fait de prouver à votre interlocuteur que lui, il est lâche. Celui qui utilise la violence est lâche. Quand vous faites la violence, donc vous êtes lâche, vous n'avez pas votre existence, votre place sur la terre des vivants. Et cela, ça crée en la personne une certaine prise de conscience. Voilà, moi je me suis armé face à quelqu'un, à des groupes qui ne sont pas armés. Est-ce qu'il faut tirer sur eux? Donc la conscience naît et puis on finit par négocier pour pouvoir atteindre l'objectif visé et pour le bien-être de tous. Maintenant, quand on parle sur le terrain de la guerre, où il est question, des gens sont en train de tirer des armes lourdes et tout ça là, bon, est-ce qu'il faut parler de la non-violence? Ça aussi, on peut nuancer cet aspect, parce qu'on ne peut pas aller sur un terrain de guerre avec les armes, avec les mains nues. Bon, là, c'est juste, ça, c'est une guerre. Maintenant, est-ce que jusque-là, les guerres ont toujours résolu les problèmes? Les guerres. Mais quelle que soit la force des partis, des protagonistes, ben, ils finiront par négocier. Oui. Toutes les guerres finissent toujours par des négociations. Soit peut-être c'est le vaincu naturellement, mais ça le vainqueur qui dit finalement qui prend conscience de la situation. Bon, donc il faut reconnaître quand même que notre société, quelle que soit
quel que soit le côté où on se trouve, on n'a pas besoin des armes. Voilà, on n'a pas besoin. Les armes font du mal à l'humanité. Vous savez ce que ce soit les armes légères. Vous prenez les armes légères mais de petit calibre, quand vous les prenez, vous savez ce que ces armes-là détruisent. Ces armes-là détruisent sont pas sur le continent, mais sur la terre. Donc on n'en a pas besoin. Ceux qui fabriquent, ceux qui les achètent, ceux qui les utilisent, eux tous, c'est des mêmes personnes. Donc les armes font du mal. Et Martin Luther King, pour lui, la violence appelle la violence. Dès qu'il y a la violence appelle la violence. Mais par contre, la non-violence est un état d'esprit. Est un état d'esprit qui dit, qui soutient cet engagement par rapport à la chose voulue. Et donc, quand vous le faites, vous êtes libre de mourir pour une cause. Voilà, la non-violence, c'est l'état d'esprit de mourir pour une cause. Je meurs pour cette cause-là et mon nom reste pour toujours. Et quand il y a des engagés, des personnes engagées pour cette cause-là, c'est une arme invincible. Quelles que soient les armes lourdes, quels que soient les missiles en face, cet état d'esprit finit toujours par avoir le dessus. Et alors, en quel moment opportun faut-il parler de non-violence? Vous avez dit qu'en temps de guerre, ce n'est plus la peine, n'est-ce pas? Alors... Oui. Au temps de guerre, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est des appels à la non-violence. Il faut appeler à la non-violence. Il faut appeler à l'état de dialogue, au consensus, à la médiation. Et ça aussi, c'est des propos de non-violence. Parce qu'il ne faut pas enflammer, il ne faut pas mettre du feu. On n'enflamme pas. Donc, on appelle au consensus, on appelle au dialogue. C'est aussi des formes de la non-violence. Maintenant, quand est-ce qu'il faut appeler? Non, je crois que la non-violence fait partie de notre essence. Il y a la violence, il y a la non-violence. Quand vous déclenchez sur le bouton de la violence, donc vous faites la violence. Quand vous déclenchez sur le bouton de la non-violence, vous êtes non-violent. Tout un chacun d'entre nous, il y a ces deux aspects-là en nous, mais c'est à nous de savoir ce qu'il faut utiliser. Et moi, je pense bien quand même que la non-violence, vous prenez Mahatma Gandhi, qui est venu à bout des Anglais. Des Anglais qui étaient les colonisateurs de l'Inde. Mais Mahatma Gandhi, avec tout ce que les Anglais disposaient, il est venu à bout de la colonisation anglaise et a donné l'indépendance à l'Inde. Donc je crois quand même que aujourd'hui, la non-violence est toujours d'actualité, même si les gens estiment qu'il faut répondre, il faut l'œil pour l'œil, il faut faire l'œil pour l'œil, dent pour dent. Je crois que ça n'a jamais résolu un conflit. Et finalement, c'est la négociation, c'est la médiation qui sont aussi des facteurs de la résistance, qu'on dit, de la résistance non violente. C'est ça. Et par quelle pédagogie, soit par quelle éducation peut-on inculquer cette culture de la non-violence à la jeune génération, et donc pour que cela puisse porter fruit, parce que on constate que on en parle, mais ça ne porte pas fruit. Quelle pédagogie, quelle démarche adopter pour faire entendre cette marche de la c'est vrai, vous avez parfaitement raison que ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas quand on parle de la non-violence, parce que aujourd'hui, les jeunes étant aussi pressés, voulant aussi, ayant cette force-là en eux, donc ils estiment qu'il faut aller tout de suite, et la violence, et ça balise le chemin, la voie à la violence. Mais la culture, comme on le dit, la culture à la non-violence, ça doit même être, il faut même dans le curriculum, aujourd'hui, la culture à la non-violence comme la culture à la paix. La culture à la non-violence comme la paix. Donc c'est de semer dans les esprits dès le bas âge à ces jeunes-là qu'il faut disposer de cet état d'esprit pour permettre à une société de paix. Et là, quand il faut parler de la société de paix, la paix ne vient pas du néant. La paix ne vient pas de néant. Ça se construit. Ça se construit par le respect des textes, le respect des lois, disposer d'une société juste, libre, les inégalités sociales, les injustices sociales, tout ça là. Donc, ça se construit. Mais ça ne vient pas, on ne vient pas parler de la paix. Quand vous parlez de la paix, au même moment où vous violez les droits, vous violez les textes, vous parlez de la paix n'est pas un mot. C'est un comportement d'ici, le président Mfwebonyi. Donc la paix, ce n'est pas un mot. On a beau parler de la paix, on a beau faire des discours, la paix, mais ça ne vient pas parce que on n'a pas pris en amont les facteurs qui puissent concourir à la paix. Donc quand on vient, on en parle, on vous regarde parce que vous ne disposez pas des éléments,
il n'y a pas des éléments qui concourent à la paix. Et ça, c'est le problème de nous tous. Donc, la culture à la non-violence doit être inculquée aux enfants dès le bas âge. Que si nous voulons une société juste, et tous les éléments qui concourent à la non-violence, à la paix, parce que quand vous sortez de n'importe où et que vous parlez de la non-violence, après avoir tué les gens, après avoir massacré, après avoir fait les barbaries, vous sortez, vous appelez à la non-violence, mais qui va vous regarder? On dit, vous nous avez tués, vous nous avez fait ceci, vous demandez la non-violence. Bon, donc nous, c'est pour nous dire que nous allons juste nous soumettre à tout ce que nous allons faire. Donc, pour dire qu'il y aura même de l'impunité, parce que quand vous parlez de la non-violence, donc, il faut qu'on se pardonne. C'est vrai, je suis d'accord qu'on se pardonne, mais il faut quand même qu'en amont, qu'on prenne toutes les dispositions possibles. C'est ça. Rencontre des champs, nouveau numéro. Je reçois pour vous le pasteur Edo Komi pour cet entretien exclusif portant justement sur ces faits de société et qui sont brûlants de l'heure. Alors, autre volet de discussion, on va changer de thème pour parler de votre engagement social aussi, puisque vous êtes élu de Golfe 2, vous êtes adjoint au maire du Golfe 2. Alors là-bas, dites-moi, comment ça se passe, la décentralisation telle que conçue par la politique du gouvernement, et quels sont vos rapports avec le gouvernement central et avec vos administrés? Comment ça se passe? Alors, notre position d'élu local, c'est une autre expérience que nous avons commencé il y a plus de 3 ans, avec les élections locales de 2019, où nous avons été élus conseiller municipal dans Golfe 2, finalement premier adjoint au maire. Je peux vous dire que la décentralisation, permet au pouvoir à la base de se structurer, de se gouverner, les peuples, les populations par elles-mêmes et avec leurs élus locaux. C'est très important parce que le fait de pouvoir déconcentrer les services et de permettre à une commune de pouvoir se prendre en charge, c'est ça la démocratie à la base. La démocratie à la base, et c'est très important. Au même moment, il faut reconnaître que il y a 10 ans de cela, tout à l'heure j'en parlais, s'il y a 10 ans de cela, si on s'était battu pour les élections locales, avant toute autre élection, je crois que les populations allaient quand même bénéficier des fruits de la démocratie à la base. C'est vrai que nous sommes à la première expérience, vous savez, il y a plus de 30 ans, on était sous le régime de délégation spéciale. Maintenant que nous avons pu arriver à pouvoir organiser les élections locales, donc où il y a les maires qui sont là sur toute l'étendue du territoire. Donc ça nous permet quand même de rentrer dans un nouvel apprentissage de gouvernance et surtout d'action politique. Et ce n'est pas aussi facile. Nous sommes à la première expérience. Ce n'est pas facile parce que le fait que le pouvoir central nous délègue des responsabilités, délègue de ses pouvoirs pour que nous puissions agir, il y a un petit frein. On met un peu de frein pour ne pas perdre tous les privilèges du coup. Donc, c'est ce qui fait qu'on a des difficultés. Mais ces difficultés-là, je crois, il faut vraiment les comptabiliser et puis, à la prochaine mandature, essayer de libérer, de déléguer tous les pouvoirs aux élus locaux pour qu'ils puissent bien faire, pour qu'on puisse bien faire le travail. Tout compte fait, il y a des choses qu'il faut quand même apprécier par rapport à cette relation avec le pouvoir central. Des fois c'est tendu, mais je pense quand même que c'est une expérience qu'on est en train de faire. On reconnaît quand même qu'il y a des manquements, il y a des défaillances, on fait avec, sauf que des grandes politiques, nous ne pouvons pas les mener parce que, vous savez, il y a le grand district autonome de Lomé qui est là, peut-être l'autre phénomène, un autre phénomène qui ne permet pas aux maires de pouvoir mieux travailler parce qu'il y a des grandes politiques qu'on lui confie. Bon, donc, tout compte fait, ce que je reconnais les manquements, je reconnais les défaillances, on fait avec, et je pense qu'à la prochaine mandature, on pourra bien s'organiser. Il faut harmoniser les tests, parce que des fois, quand vous voyez les tests, c'est comme si certains tests, on les fait juste parce que... taillé sur mesure, juste pour empêcher un élu qui encombre, un élu qui ne veut pas s'exécuter. Bon, donc, on sent ce genre de choses.
je pense que, comme je le dis, progressivement, nous allons nous améliorer et que la politique de la décentralisation au Togo va prendre au profit des populations elles-mêmes. Sur fond de répartition géographique que vous maîtrisez, parce que on ne sait où s'arrête GOF 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Est-ce que c'est oui, vous savez, au Togo, on aurait aimé quand même que nous ayons un maire, le maire de la ville de Lomé. Comme le maire de la ville de Cotonou, le maire de Paris, ainsi de suite. Nous, on a choisi de... oui, bien sûr, comment on l'appelle, on a saucissonné. On a saucissonné Lomé, le golf, en cette commune. Bon, ça aussi, ça nous permet aussi d'être maire, ça permet d'autres aussi d'être maire. Bon, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça l'objectif? Est-ce que c'est ça la vision? Bon, ce n'est pas exactement ça. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des conflits entre les communes. Parce que la délimitation n'est pas tellement faite. On ne connaît pas les limites. Donc, on fait avec. Et émission, hein. Oui, bien sûr. Donc, vous voyez que entre deux communes ou entre trois communes, il y a des problèmes de territoire. L'un dit, le maire dit que c'est chez lui, l'autre dit, bon, donc, je crois qu'il faut régler ce problème. Et c'est sur le tapis au ministère de l'administration territoriale où certainement, on aura quand même la délimitation exacte des communes. Et à cela, on se prépare à voter pour les élections régionales cette année 2023. Est-ce que ça va corriger les choses ou bien ça va encore compliquer les choses? Oui, la Constitution togolaise a reconnu deux niveaux. Il y a le niveau municipal et puis régional. Donc, il y a les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Bon, entre-temps, il y avait la préfecture, mais la préfecture a été supprimée. Bon, donc, comme c'est la Constitution qui reconnaît ces deux niveaux de la décentralisation, donc les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, bon, donc il faut le faire. On aurait aimé quand même qu'on puisse finir ce mandat avec les conseillers municipaux parce qu'il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. Bon, donc on aurait souhaité cela. L'agenda des dirigeants est autre. Ils ont un autre agenda, peut-être que nous ne comprenons pas, mais ils vont dire que c'est pour consolider, c'est pour couronner le processus de la décentralisation avec les conseillers régionaux et finir et faire autre chose. Mais au moment où on parle des conseillers régionaux, il faut aussi noter quand même qu'il y a les sénateurs qui au fil, il y a aussi le programme du Sénat, parce que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, c'est eux qui vont voter pour les sénateurs. Bon, donc, on tend vers le Sénat. Est-ce que le Sénat, au Togo, on a besoin de Sénat parce qu'on a un Parlement qui est là, qui fait son travail, je ne sais pas, je n'en sais pas trop. Maintenant, on va aller au Sénat. Tout ça là, ça va encore gonfler le budget, tout. Bon, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Donc, pour respecter les étapes de la démocratisation, n'est-ce pas? Pour respecter les étapes de la démocratisation. Moi, je crois quand même que le Parlement nous suffit pour le moment. Le Sénat ne voit pas aussi trop son importance, et surtout que nous avons il y a problème d'économie, de finances. Donc, je crois que tout ça là, on n'en a pas trop besoin pour le moment, parce que le Parlement seul déjà suffit pour régler les problèmes, pour contrôler, pour voter les lois et contrôler les actions du gouvernement. Ce qu'on peine à faire, ce qu'on peine à faire. Donc, on ajoute encore une autre chambre. Bon, je pense quand même que l'agenda de ceux qui dirigent en est autrement, et donc il va falloir, on va y aller, à ces élections régionales. Oui. Autre casquette que vous portez, Pasteur Edo, c'est votre engagement panafricaniste. Vous êtes un panafricain convaincu, vous croyez en la renaissance du continent africain, l'Afrique de demain, ce qui vous a conduit à faire publier un ouvrage, Une autre Afrique est possible, un demi-siècle d'indépendance après. Alors, quel est le déclic de cet ouvrage, d'abord pour commencer? Vraiment, je tiens quand même à une Afrique souveraine, à une Afrique responsable, parce que, je le dis, l'Afrique est un continent. Et je suis peiné de voir un continent traîné par un pays. Je suis peiné de voir un continent de 30 millions de kilomètres carrés traîné par un pays de 540 000 kilomètres carrés. Faites allusion à quel pays? Je peux faire allusion à la France, par exemple. L'Afrique est un continent.
qui doit rivaliser avec l'Europe, qui doit rivaliser avec l'Amérique, qui doit rivaliser avec, bien sûr. Mais quand je vois le continent, un continent qui s'abaisse, qui s'humilie devant un pays, ça fait très mal. Et donc, quand je mets tout ça là à profit, je pense bien que je veux bien, comme d'autres Africains, cette indépendance réelle de l'Afrique. Et une autre Afrique est possible. Donc cette Afrique-là, qui va être elle-même, qui va porter son identité, ses valeurs, qui va croire en ses richesses, qui va croire en ses ressources humaines, et qui peut facilement être présente dans le Conseil des Nations. On n'a pas besoin d'un pays pour être notre porte-parole. On n'a pas besoin de la France, par exemple, pour être notre parole devant les Nations Unies. Mais ce n'est pas normal. Monsieur, ce n'est pas normal. Et donc, avec tout ça là, je suis arrivé à écrire cet ouvrage. C'est depuis 2010 que l'ouvrage a été écrit. Ah, d'accord. Donc, l'ouvrage a été écrit en 2010. Donc, c'était pour célébrer la cinquantenaire des pays d'Afrique. Donc, tous les pays d'Afrique presque sont indépendants en 1960. Donc, oui. 2010. Donc, c'est 50 ans. Donc, c'est dans cet esprit que nous avons écrit cet ouvrage, que nous avons publié en 2010. On a fait le diagnostic. On a fait le diagnostic on a fait l'autopsie des 50 ans d'indépendance, et puis on est allé au mot qui mine l'Afrique, et puis on a proposé des remèdes. Et je pense bien qu'aujourd'hui, je me sens très fier de voir l'évolution, cette évolution-là de l'Afrique, l'Afrique francophone. Quand vous prenez l'Afrique anglophone et puis l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, vous savez, c'est départi un peu de la Grande-Bretagne, de la puissance coloniale qui est la Grande-Bretagne ou bien Royaume-Uni, et par rapport aux pays francophones, donc qui sont sous la tutelle de la France, qui sont restés sous tutelle de la France malgré les indépendances qui ont été proclamées. Et donc j'estime quand même qu'aujourd'hui, quand on prend l'Afrique anglophone, on sait quand même ça bouge dans les pays anglophones. Par contre, dans les pays francophones qui sont plus soumis, qui sont sur le franc CFA et qui sont sur la domination française, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Et donc, ce qui se passe depuis ces 4 dernières années avec le Mali, avec le Burkina, avec la Guinée et autres pays quand même qui sortent leur tête de l'eau, je pense bien quand même que quand vous lisez cet ouvrage, vous verrez quand même que c'est une prophétie. Nous avons prophétisé une autre Afrique est possible, une Afrique responsable, une Afrique indépendante, une Afrique fière d'elle-même. Et je pense quand même que ça continue de marcher. C'est pourquoi d'ailleurs, moi je suis parti au Mali le mois de novembre dernier pour aller dédicacer cet ouvrage que nous avons revu, que nous avons dédicacé au Mali. Oui. Alors le diagnostic pousse quels éléments, quel diagnostic pour quel remède? Le diagnostic, les mots du mal, les mots qui minent l'Afrique. Qui minent l'Afrique. D'abord, il faut partir de ce constat. Le constat amer, c'est que même étant indépendant, on ne sent pas notre habileté, notre capacité de nous gouverner. Alors, on tend toujours la main vers l'Occident et notamment vers la France pour pouvoir structurer, pour pouvoir organiser notre gouvernance. Et ça fait très mal. Ce qui fait que vous allez voir dans les palais présidentiels en Afrique, vous allez voir des Français qui sont des conseillers. Mais écoutez, moi je sors, mais ça fait mal que vous voyez des Français qui sont des conseillers. Ils sont des attachés militaires, ils sont des conseillers diplomatiques qui sont là, ils sont dans nos palais. Alors pour nous conseiller, mais ça fait mal. Est-ce qu'il pouvait en être autrement? Oui, mais il pouvait en être autrement, puisque nous sommes indépendants. Oui. Nous sommes indépendants. Il n'y a pas d'intellectuels qui manquent. Vous savez, quand vous prenez les grandes universités européennes, mais les Africains ont été toujours les meilleurs. Les Africains ont été toujours les meilleurs dans presque tous les domaines. Et donc ces gens-là sont là aujourd'hui, la plupart, à la fuite du cerveau, sont obligés même de rester en Europe et de monnayer leur talent dans les pays européens. Alors que nous avons besoin de ces cerveaux-là en Afrique. Et donc, on a peur de ces gens-là parce que quand ils viennent, peut-être ils ne vont pas arracher le pouvoir, ils ne vont pas faire ceci. Bon, donc, il faut les isoler. Et donc, il y a la mauvaise gouvernance, le non-respect des textes et des lois, l'impunité. Donc, quand vous voyez tout ça là, c'est des choses qui concourent au statu quo qu'on connaît en Afrique, notamment dans les pays francophones. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire comme remède, c'est que il faut qu'on retourne notre identité. Qui nous sommes en Afrique? Qui nous sommes en Afrique? Quelles sont nos cultures? Quelles sont nos valeurs? On ne va pas continuer par suivre les valeurs, par nous occidentaliser.
On nous occidentalise, et puis là, nous sommes là. Vous prenez par exemple, vous prenez le RD Congo. RD Congo, le malheur de RD Congo, c'est que la République démocratique du Congo est riche. Son malheur, c'est qu'elle est immensement riche. Son sous-sol est immensement riche, et les pays occidentaux ne vont laisser ce pays libre. Jamais. Mais à la recherche de leur intérêt. Mais à la recherche de leur... Et quel est alors notre intérêt? Justement, oui. C'est que quand on a des dirigeants qui ont des visions pour l'Afrique, pour leur pays, je crois qu'ils vont s'égaliser. C'est-à-dire, quand vous prenez un chef d'État, d'Afrique, mais quand ils voient un chef d'État occidental, mais il n'y aura pas de complexe d'infériorité. Oui. Il va se voir au même titre en tant que chef d'État. Ah ben, je suivais juste Gbagbo qui dit, lui, il est allé en Chine en tant que chef d'État devant un président chinois, mais il dit, ils n'ont pas les mêmes valeurs, hein. Ils n'ont pas les mêmes valeurs parce que quand ils voient le président chinois, oui, mais par rapport à l'ambiance qui régnait, mais lui, il est considéré comme un sous-dirigeant. Mais quand il va en France, on ne le considère pas comme un chef d'État. On ne le considère pas comme un chef d'État. Donc, quand vous suivez les choses comme ça, c'est des réalités. Et c'est les problèmes qui minent l'Afrique. Donc, comme solution, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Et même dans l'ouvrage, nous avons écrit une lettre au chef d'État d'Afrique pour leur dire comment se fait que les dirigeants africains, un dirigeant d'Afrique, soit plus riche que son pays. Quand vous prenez les budgets, mais quand vous prenez les dirigeants africains, leur fortune, c'est, on ne peut pas estimer, c'est inestimable par rapport au budget de 1000 milliards, de tout ça là, ce n'est pas ce que les gens ont. Bon, donc quand vous voyez tout ça, alors que des gens n'ont pas de l'eau à boire, les gens n'ont pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Alors, 60 ans après, on n'a rien de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la révolution aujourd'hui, au Mali, au Burkina, en Comore, en Guinée, mais c'est des choses... Parce qu'il y a quelques années, on ne peut pas demander... Un dirigeant ne peut pas demander aux forces françaises de quitter son pays. Encore moins de dire à l'ambassadeur d'excommunier, enfin, de déclarer un ambassadeur persona non grata. Non, mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Vous pensez que c'était une façon pour l'Afrique de bouger, de décoller? Oui, mais bien sûr. Malheureusement que les Occidentaux, notamment la France, ne veulent pas écouter. Se prend toujours comme on est encore dans les années 1950 ou 60. Mais aujourd'hui, il y a une jeunesse qui bouge. Le sentiment, ce n'est pas le sentiment anti-français, le sentiment contre la politique française, contre le système français qui accroît, qui augmente au jour le jour. Je crois que la France doit changer de paradigme, changer même de logiciel. Il faut changer de logiciel aujourd'hui. Mais bon, elle continue pas à croire encore à d'autres personnes qui peuvent jouer le rôle de valet, qui peuvent se rendre en France quand ça ne marche pas. Dès qu'il y a un problème entre un pays et la France, donc ce monsieur-là, lui, il va aller donner des conseils en France. Ce n'est pas normal, je ne vais pas citer le nom, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Oui. Pourtant, je pense bien que moi, mon ouvrage, j'ai dit Afrique selon le plan de Dieu. D'ailleurs, ce qui est important, l'Afrique selon le plan de Dieu. Et nous avons fait une prophétie forte dans cet ouvrage et qui commence par s'accomplir. Et je pense qu'il va falloir nous mettre au travail. Il faut travailler. Et la prophétie a révélé que ce n'est pas le Mali que le décollage de l'Afrique va se faire. De toutes les façons, mais nous, ce n'est pas seulement le Mali, mais un pays qui va déclencher, qui va être porteur de l'accomplissement de cette prophétie, nous, on le soutient. De toute façon, nous, aujourd'hui, on soutient le Mali dans tout son ensemble, on soutient le Burkina Faso, et on est prêt avec des panafricanistes. Bientôt, on aura un sommet au Mali sur le panafricanisme, et je pense bien quand même que c'est lancé. Les signes sont déjà là. Il va falloir qu'on marche, qu'on aille de l'avant pour permettre à une autre Afrique d'être vraiment possible. Et vous avez fait le choix de Bamako, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas votre pays natal, le Togo, pour lancer votre ouvrage? Non, ce n'est pas. Mon ouvrage, je l'avais déjà publié ici. Oui. On a déjà fait la dédicace au Togo en 2010. Bon, donc, il y a une rélecture de cet ouvrage
qui concerne plus Assimi Goïta et tout ça là. Donc, on a dû quand même aller au Mali pour représenter l'ouvrage devant le peuple malien. Et comment ça a été accueilli? Non, écoutez, ça a été accueilli. De toutes les façons, je crois que les gens ont apprécié ce que nous avons fait, les gens ont lu, ils ont vu le contenu, et ils ont senti quand même que nous avons une aspiration pour une nouvelle Afrique. Nous sommes concernés par le panafricanisme, et je pense bien que nous avons laissé un nom auprès du gouvernement malien, et ça va se poursuivre avec les autres pays. Et je pense fondamentalement que nous sommes désormais sur la bonne voie. Il va falloir serrer les ceintures parce que devant nous, ça ne sera pas facile. Devant nous, ça ne sera pas facile. Il y aura des embûches, il y aura beaucoup de choses, mais il va falloir qu'on reste plus fort, plus soudés et éviter surtout qu'il y ait des fissures. C'est les fissures qu'il y a des fissures. Vous êtes optimiste par rapport aux événements de ces dernières années, n'est-ce pas, ces coups d'État qui se sont multipliés? Moi, je ne suis pas un accro de coups d'État. Vous savez, coup d'État, il y a coup d'État constitutionnel, il y a coup d'État militaire. Donc, quand, d'un côté, on change les constitutions pour se présenter une fois, quand on a le coup à la Constitution, et que de l'autre côté, on prend les armes, je crois que tout est relatif. Enfin, tout est coup d'État. Et donc, nous estimons qu'on n'a pas besoin de coup d'État par les armes si constitutionnellement les choses se font bien. Si les choses se font bien, donc chacun attend, il dit 5 ans, il va aller devant puisque chaque 5 ans, 4 ans, il y aura quand même changement, il y aura des élections. Donc si tout se fait bien et qu'il y a la bonne gouvernance, il y a la justice, il y a le respect de la dignité humaine, je pense pas qu'on n'aura pas de... Mais quand on gouverne mal et quand des gens font... les gens confondent leur compte personnel au compte à la comptabilité publique, donc il y a des gens qui sont lésés. Et ces gens qui sont lésés, mais ne vont pas accepter quand même qu'on les gouverne comme ça. Et c'est ça qui fait recours, c'est ça qui fait que l'armée s'invite dans le jeu politique, ce qui au fait n'est pas forcément bien pour nous, mais c'est des exceptions. Et je pense que ceux qui viennent là feront de telle sorte qu'on régularise la gouvernance de leur pays et que les choses aillent normalement. Beaucoup d'Africains ont applaudi cette position du Burkina Faso qui a demandé aux forces françaises de plier bagages et même de changer d'ambassadeur. Est-ce que la solution c'est cela? Parce que quand on quitte un partenaire pour un autre, il n'est pas évident que l'autre aussi n'a pas son agenda. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais quand vous voyez dans l'histoire de l'Afrique, le partenaire aujourd'hui qu'on privilégie, qui est notamment la Russie, ces partenaires qui sont la Russie, la Chine et autres, c'est des gens qui n'ont rien commis de mal en Afrique. La Russie, qu'est-ce que la Russie a fait? Pendant 60 ans, vous avez vu la Russie faire quelque chose pour l'Afrique de mal. Vous avez vu la Chine. Donc, c'est des gens... Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne ferait pas le mal après? Non, justement, quand vous voyez, on sent quand même que c'est des gens qui viennent nous baliser un certain chemin par rapport à la puissance colonisatrice. Voilà, c'est un peu ça. Je sais quand même que c'est du jeu politique. C'est la géopolitique. Oui. Chacun veut se positionner. Mais quand nous voyons quand même aujourd'hui la Russie, la position de la Russie, la Chine, donc on sent quand même que c'est quelque chose de gagnant, de gagnant-gagnant. Ce qui n'est pas le cas. Prenez par exemple le Niger. Mais Gérard, est-ce que vous pouvez supporter, vous êtes d'accord que la France exploite l'uranium au Niger et que le Niger soit l'un des pays les plus pauvres, les plus pauvres du monde? Vous pouvez imaginer. L'uranium, c'est une matière précieuse. Mais la France exploite. Mais regardez le Niger, je prends juste cet exemple. Bon, donc, ça ne peut pas être le cas, vous prenez, et c'est les Chinois qui font les routes. C'est la Chine qui vient faire les routes, qui vient construire les stades au Niger. La France a construit quoi? C'est des trucs coloniaux. Ils sont encore en place. C'est des trucs coloniaux qui ne sont pas compatibles aujourd'hui à notre monde actuel. Qui ne sont pas compatibles. Leurs routes ne sont pas compatibles. C'est des choses aujourd'hui que les Chinois viennent refaire. Et donc, quand vous prenez tout ça là, je dis quand même qu'on va être vigilant. On ne va pas sortir. On ne va pas vendre
le sorcier, peut-être le voleur pour acheter le sorcier non comme on plus. dit. Donc, on va être très vigilant par rapport à ces nouveaux partenaires. Je crois quand même, eux sont conscients qu'ils ne vont pas prendre la voie de la France et autres puissances occidentales qui ont vraiment appauvri. Mais il faut reconnaître que nous aussi, il y a une part de responsabilité. Absolument. Nous, il ne faut pas seulement lancer le caillou. Le caillou aux autres. Nous-mêmes, nous aussi, nous sommes responsables. Parce que vous êtes dirigeants africains et que, en moins de choses, il faut demander conseil. Il faut demander conseil à la puissance colonisatrice. C'est comme si nous ne sommes pas élus par le peuple. Et si nous sommes réellement élus par le peuple et que nous sommes d'accord que nous allons offrir les services sociaux de base à ces populations, les besoins de ces populations, je crois qu'on peut le faire. Et nous disposons, dans chaque pays d'Afrique, dispose les matières nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de ces populations. Pasteur Redouane, on pourrait terminer cet entretien sans penser à nos frères de la région septentrionale qui sont sous les feux croisés de ces terroristes, ces djihadistes extrémistes violents qui gagnent du terrain de notre pays. Il y a encore quelques temps, il était relativement épargné, mais de plus en plus, on parle de ces mouvements djihadistes dans le nord du pays. Alors, qu'est-ce qui explique ce regain, cette multiplication de ces actes de violence? Alors, le président algérien a dit qu'il y a des terroristes fabriqués. Il y a des terroristes fabriqués. C'est-à-dire? Des terroristes fabriqués, c'est-à-dire il y a des gens qui tirent profit du terrorisme. Et ces gens-là, ce ne sont pas vous et moi, ce ne sont pas les Africains. C'est ceux qui veulent continuellement mettre la main, garder la main sur l'Afrique. Donc aujourd'hui, la côte africaine subsaharienne donc, est presque occupée. Mais le Bénin est victime, le Togo est là, la Côte d'Ivoire a été frappée. Le Ghana aussi, bon, ce n'est pas exactement ça. Bon, donc, vous voyez qu'il y a l'expansion du terrorisme vers la côte, vers le golfe du Guinée. Et donc, c'est tout le continent africain, le Sahel qui est là. Donc, c'est toute cette zone-là qui est occupée. Qui est occupée. Et on le fait à dessein. Et on le fait... C'est vrai quand même que de temps en temps, les terroristes vont aller tirer un peu en Occident juste pour dire que ce n'est pas seulement nous les Africains, mais combien, oui bien sûr, on va aller tirer un peu là-bas pour donner l'impression que le terrorisme peut aussi frapper dans les pays occidentaux. Mais combien de personnes meurent? Regardez nous en Afrique, regardez le Burkina, regardez le Mali, regardez le Niger, regardez même le nord du Togo qui était épargné. Donc, vous voyez, nous sommes frontaliers au Burkina qui est en proie au terrorisme. Donc, je ne crois pas que ça peut surprendre que nous sommes victimes aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'étonner, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que ce sont nos compatriotes qui sont victimes. Les forces de défense et de sécurité, les populations civiles qui sont victimes, les populations civiles. Et je pense bien quand même qu'au sommet de l'État, il faut vraiment nourrir une ambition, comme le chef de l'État l'a dit lors de ses vœux, que on va vaincre, on va vaincre les terroristes. Bon, je crois quand même qu'il a tous les éléments pour pouvoir y arriver, pour que nous puissions vaincre le terrorisme. Parce que dès que les peuples sont sous l'emprise du terrorisme, c'est que c'est la peur totale, la peur au vent, il n'y a pas d'activité. Le soir, la nuit, comment dormir, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et nous avons une pensée quand même pour ces compatriotes qui sont tombés par les attaques terroristes au nord du pays. Et nous estimons quand même que progressivement ensemble, c'est le moment pour nous de nous retrouver ensemble, de nous solidariser, d'être plus unis contre le terrorisme. Parce que si nous sommes divisés, comme on le dit, l'ennemi va s'infiltrer. C'est ça. Et l'éternelle question, qui finance ces terroristes? Où est-ce qu'ils trouvent les moyens? Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des complicités au sein des forces de défense? Parce que quand on prend Boko Haram au Nigeria, par exemple, on en a entendu parler. Les généraux qui sont impliqués. Oui. Bon, vous savez, dans ce genre de situation, toutes les hypothèses sont possibles. Mais dans le cas de terrorisme, surtout, attention, le terrorisme, certainement, est venu de ceux-là qui veulent semer de troubles et qui viennent. Parce que quand l'Afrique, admettons que l'Afrique est en paix, et il n'y a pas de mouvement, de ces mouvements-là, tout ça là, les forces françaises vont venir faire quoi? On va les stabiliser ou on va les déployer pour faire quoi? Ces forces des Nations Unies vont venir faire quoi?
Et c'est dans ces missions des Nations Unies et des forces françaises, des forces spéciales, qu'on profite pour exploiter. Pour exploiter. Et ce n'est pas pour les beaux yeux que les gens déploient les forces des Nations Unies, mais les forces spéciales. Surtout que ça coûte cher. Hein? Et surtout, quand on nous parle des milliards par jour, vous estimez que la France peut juste pour les beaux yeux, parce que la France nous aime, la France aime l'Afrique, donc peut payer 1 milliard, 2 milliards par jour pour maîtriser, pour la paix en Afrique. Non, il y a des intérêts qu'on ne veut pas. Ils n'ont jamais dit ça officiellement. Nous tous aujourd'hui, on sait que c'est pour leurs intérêts. Et ils profitent pour exploiter les gisements, ils profitent pour les ressources minières. Et c'est ça qui fait leur force. Donc tant que l'Afrique sera en paix, ils ne vont plus exister. Donc il faut faire tout pour créer des zones de tension. Les armes sont fournies par qui? Les armements. Les drones, quand les terroristes utilisent les drones, les terroristes ne sont pas des forces régulières pour aller faire des achats, des armes devant les puissances, dans les compagnies, dans les fournisseurs. Ce n'est pas possible. On ne peut autoriser qu'une puissance régulière à aller faire des commandes auprès des fournisseurs. Comment ça arrive? Alors, donc ça, je crois qu'aujourd'hui, personne n'est, nous tous aujourd'hui, personne n'est naïf, on sait comment ça se fabrique, comment ça se fait pour que l'Afrique soit continuellement sous la domination de l'Occident. Donc, il nous revient à nous de prendre conscience par rapport à la chose, que l'Occident n'a pas besoin de nous aimer et ne nous aimera pas. L'Occident, nous ne sommes pas la femme de l'Occident pour que l'Occident, nous ne sommes pas époux, non. C'est un conflit d'intérêts et c'est le plus fort. Et chacun doit chercher son intérêt. Oui, c'est ça. Et nous, notre intérêt, on ne le cherche pas. On n'est pas en train de voir notre intérêt avec nous. Bon, on estime qu'il faut demander le soutien des autres. Mais ceux qui viennent, ils viennent en envahisseur. Ils viennent en envahisseur. Mais ils font semblant de venir nous aider. Mais ils viennent aussi en envahisseur. Ils viennent aussi en conquérant. Et là, nous on est là en train d'applaudir. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Mais avec une nouvelle Afrique, avec une nouvelle génération, je pense bien quand même que ça va prendre du temps. Ça ne va pas être fait d'un coup de baguette magique, mais ça va prendre du temps. Mais je crois que nous allons poser un fondement pour les générations à venir, pour que l'Afrique soit un continent au même titre que les autres. Rencontre échange, je recevais pour vous, Pasteur Edo Komi, pour ces échanges sur ces thèmes d'actualité. Monsieur Pasteur Edo, alors que dire en fin d'entretien Alors j'ai espoir pour l'Afrique, j'ai espoir pour une nouvelle Afrique, j'ai espoir pour une autre Afrique, une Afrique libre, une Afrique indépendante, une Afrique maître de son destin. Et je pense bien que c'est ensemble que nous les Africains, nous tous les Africains, nous devons vraiment nous tendre la main. Nous devons nous donner la main parce que la situation de l'Afrique, ça fait mal, ça écœure. Parce que nous sommes toujours dans l'assistanat éternel. On nous assiste alors que nous sommes riches. C'est chez nous que les gens viennent exploiter, prendre les richesses pour aller se construire. Mais regardez l'état dans lequel nous nous trouvons. Non, nous avons foi, nous pouvons faire quelque chose. Mais moi, je crois que si nous prenons conscience de la chose, nous pouvons faire quelque chose pour l'Afrique. L'Afrique va être responsable, une Afrique quand même qui ne dépendra plus des autres. Mais il faut qu'on se mette au travail. Travaillons dur pour une autre Afrique. C'est sur ce mot d'espoir de l'homme de Dieu, Pasteur Edo Komi, qui se refait cet entretien. Une nouvelle Afrique est possible après 50 ans d'indépendance. C'est le titre de son ouvrage, publié depuis 2010, ouvrage auquel je vous invite à découvrir le contenu avec espoir pour cette nouvelle renaissance du continent africain. Merci d'avoir suivi cet entretien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, au plaisir. Pasteur.